Nilton, comment ça va? Ça va bien, Sofiane? On avait un Ouais. avant-match d'un épisode assez spécial pour nous. On a Oui? hâte, de commencer, tu te rappelles qu'on voulait avoir des conversations sur le Ouais, foot et pas seulement des débats, ouais. sur et aussi des débats sur Netflix et cetera. On voulait aussi parler à des gens qui sont dans le foot ou autour du foot, Ah, du je pensais qu'on avait soccer. un invité de Netflix, là. Je pensais qu'on avait un dirigeant Ouais, de mais Netflix qui nous non, annonce, le documentaire, Couscous Piri Piri, le Piri documentaire. C'est Piri, pas le ça? documentaire. Non, mais juste non, mais blague à part, on a l'acteur principal de ton show préféré, Rabo Peixe. Ton il est là, il est là. Donc voilà, on voulait juste, on va l'introduire dans pas longtemps après le jingle, mais on voulait vraiment, voilà, avoir une conversation avec une personne, qui est dans le foot. On le voit partout, mais on ne le connaît pas trop. Peut-être on connaît son Mmh. nom, on le reconnaît facilement, un peu partout sur le terrain, donc ça, c'est clair. Donc on va accueillir un acteur important, on dit pas son nom tout de suite, mais juste pour vous dire, son rôle, c'est le rôle d'arbitre. Jingle. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movoto mondial. God never sleeps, man. Et bienvenue au Couscous Péripérie, épisode numéro, on ne sait pas encore, mais c'est un plaisir d'accueillir avec nous un acteur important du foot. On espère un ami de l'émission, monsieur Pierre-Luc Lauzière, arbitre MLS Canada Soccer. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour, ça va bien les gars? Ça va et toi? Très bien, merci. J'ai bien aimé la petite intro avec Eh Marc oui. Bergevin et la Coupe du Monde et le La Real Coupe du Madrid. Monde. Il manque, c'est de valeur que tu n'aies plus le fichier, hein, parce qu'on pourrait rajouter un arbitre. Il manque un quote d'un arbitre ou Ah, quelque il faut chose faire. d'un arbitre. C'est ça Il y qui avait manque. Bilo au début, c'était bien, mais Ouais. déjà c'était un premier test. Tu sais, quand j'ai contacté Pierre-Luc, déjà il m'a pas bloqué. C'est déjà bien. Je dis c'est positif. Tu sais, on parle de processus de behind the scenes quand on fait En plus, du contenu. je ne sais pas toi, les Algériens, mais les Portugais et leur relation avec les arbitres là, au Portugal, c'était une catastrophe. Là. Je ne sais pas si, Vous si parlez toi, d'Algérie, là, Cameroun, je sais pas. Vous allez parler de Canada et plein d'autres arbitres en CONCACAF, mais ça, c'est le passé. Pierre-Luc, bienvenue. Je suis content que tu sois resté dans notre chat, dans notre lien streaming après le jingle. Donc, le jingle a passé pour toi, donc c'est bon. T'imagines, il s'en va. Où est-ce qu'il est, l'arbitre, monsieur Non, Lauzière? c'est ça. Il était là. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Juste, on l'avait dit en préambule, au Couscous Péripérie, on aime parler à différents acteurs du foot, pas seulement le joueur star ou le coach, etc. À des gens qui sont importants dans le soccer. Puis je pense que l'arbitre, qui est toi, tu représentes pas les arbitres, mais tu es un arbitre parmi d'autres professionnels. Puis quelqu'un du Québec, quand j'avais dit à Nilton, on devrait parler à un arbitre du Québec qui fait en MLS. Oui, mais il y a Pierre-Luc Lauzière. Tu sais, je l'ai vu quelques fois, je vois son nom, je dis OK, je pense qu'il est québécois, lui. J'ai l'impression, j'ai un feeling. Avec ce nom-là, C'est ça. disons que votre feeling était bien. Je pense pas qu'il vient du New Hampshire, là. Tu sais, si je lis bien sur ses lèvres, il y a 2-3 tabarnak. Des fois en plein match. Jamais. Donc voilà, on voulait un peu te parler, puis on va commencer par la question la plus simple. Pierre-Luc, comment tu as fait pour devenir arbitre? Quel est ton parcours dès la naissance jusqu'à maintenant? Juste pour te rappeler, tu as 37 ans, tu es arbitre MLS Pro Referee, arbitre avec Canada Soccer, c'est obligatoire. Et tu as fait une trentaine de matchs MLS, arbitre principal, arbitre assistant. Tu as fait une fois arbitre VAR, je pense. À vrai dire, mais là, il y a gros des choses. Attends qu'il commence. Non, mais Ok, vas-y, go. c'est vraiment intéressant parce qu'on va. Premièrement, je suis content d'être ici. Je suis content de pouvoir parler de cet acteur-là qui est l'arbitre dans un match de foot, de soccer. Donc, ça prend des choses, mais juste dans tout ce que vous venez de dire, lorsqu'on devient arbitre au niveau national, déjà là, c'est soit tu es arbitre ou tu es arbitre assistant. Donc, je peux pas être arbitre assistant. Donc, je n'ai jamais le drapeau dans mes mains. Alors, ça, j'en ai jamais fait depuis 2016. Donc, de ce côté-là, ça ne peut pas arriver. J'ai également la badge internationale depuis 2021 aussi. Donc, je travaille avec la CONCACAF certains matchs également. Donc, des possibilités là-dessus. Mais ça pour dire que MLS, là, j'ai 30, je suis rendu à 30 matchs avec le sifflet, 27 parties avec
le 4e officiel, puis j'ai 3 parties comme VAR jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai, j'étais associé de Pro Referee, je me suis trompé, oui, tu étais arbitre principal. Du moins, jusqu'en 2022, tu as fait 22 matchs en tant qu'arbitre principal et 22 matchs aussi comme 4e arbitre. Ouais. Ouais, excuse-moi, Mais, oui, c'est vrai. mais, il y a une mais dans ta distinction. formation, quand tu arbitres avant d'arriver dans les échelons un peu plus hauts, tu navigues entre juge de ligne et arbitre, tu fais tous les rôles, c'est Ouais, ça? arbitre assistant, 4e officiel. Toujours. Moi, C'est ça. C'est après qu'il faut que tu te spécialises Ouais. pour te dire, OK, je m'en vais dans tout ça. C'est ça. C'est Mais dans plus, le processus, on t'enligne également un petit peu. C'est-à-dire que moi, en 2014, j'ai été ce qu'on appelle en nomination nationale. Donc, lorsque tu te rends en nomination nationale, c'est soit arbitre assistant. Puis par la suite, si tu réussis ta nomination, donc tout va bien, l'année suivante, tu as une badge nationale, soit comme arbitre assistant. Tu vois, Wellington, j'ai lu Wikipédia. On dit plus juste touche, on dit arbitre assistant. Arbitre Ouais, central, c'est vrai. Puis on sait que assistant Wikipédia, supplémentaire, ceux qui sont dans la Oh, surface de wow. réparation, mais ça, c'est pour les ligues à gros budget. Hein, arbitre Mais assistant de surface, ça là. n'existe. Non, mais ça n'existe même plus depuis la Ah, ils l'ont VAR. arrêté, la UEFA. Ah, c'est vrai, avec la VAR, ils l'ont arrêté. C'est vrai. C'est vrai. Il va falloir mettre à jour ta page. Ok, quiz Nilton. Comment on appelle maintenant le 4e arbitre? Le souffre-douleur des entraîneurs. Tout à fait. Merci. Merci. C'était Couscous Piri-Piri, et puis on peut passer à autre chose. Si je ne me trompe pas, c'est l'arbitre remplaçant, je pense. C'est 4e officiel, tout simplement. Okay. Wow, tu cherchais un terme super sophistiqué, puis non. Tu viens de Drummondville, tout ça, mais j'imagine tu n'as pas commencé très jeune, tu n'as pas commencé tout de suite comme arbitre. C'est un parcours de joueur, puis tu combinais un peu les deux. Comment ça s'est passé? Une longue histoire courte. J'ai toujours joué au soccer. Nous, à l'époque, à Drummondville, c'était simple. Dans ma génération, l'hiver, c'était le hockey. Et l'été, c'était le baseball ou le soccer. Moi, c'était le soccer. Ça a toujours été. Donc, puis en vieillissant, tout simplement, le cours d'arbitre est arrivé. Je l'ai suivi dès que j'ai pu. J'ai juste tout simplement aimé ça. Puis, éventuellement, j'ai plus qu'aimé ça. Puis, je jouais en même temps, bien entendu. Puis, je me suis rendu à l'université là, pour aller aux études. J'étais allé en enseignement d'éducation physique. Là, je voyais des matchs universitaires. Je me disais comment je fais pour aller arbitrer ces matchs-là. Là, j'ai compris qu'il y avait un système de promotion, un système de cours pour aller des différents grades. On m'a l'expliqué. Puis, tu sais, j'ai fait mon petit chemin tranquillement à travers ces grades-là. Un peu sur le tard, parce que dans ma région, on n'avait pas de 3, ce qu'on appelait à l'époque. Donc, un peu sur le tard, là, j'ai fait mon petit chemin, puis j'ai monté les échelons tranquillement. Là. Est-ce qu'il y a des... pour être entraîneur, tu as ta licence, tu as des cours à suivre. J'imagine que c'est le même principe avec ta fédération qui te fait passer ces cours-là théoriques et tout ça là, pour obtenir la certification pour chaque étape? C'est ça. Mais oui, exactement. Dans le fond, lorsque tu débutes, en gros, là, tu deviens arbitre district lorsque tu suis ton cours. Tu peux être arbitre juvénile, ça c'est juste si tu es entre 14 ans et 16 ans, mais c'est la même chose. Tu suis ton cours arbitre district, ensuite tu as accès à ceux des promotions. La première promotion disponible, c'est la promotion régionale. Donc, on l'a déjà appelé grade 2 à l'époque. Par la suite, tu peux, avec le soutien de Soccer Québec, de ta fédération, ils peuvent te donner la possibilité d'aller suivre la promotion provinciale. Là, cette promotion-là, elle t'expose un peu plus au niveau, tu vois tranquillement, surtout maintenant, tu vois un petit peu la CPL, tu le regardes, tu dis, elle est proche, je peux y avoir accès. Ça, c'est pour les nouveaux arbitres maintenant. Puis là, si tu fais un bon travail à ce niveau-là, le prochain niveau, c'est ta fédération qui te pousse pour être en nomination nationale sous le regard déjà du comité national qui te connaissent rendu là. Okay. Et là, tu peux avoir accès à la promotion et à la badge nationale que nous, on appelle dans le jargon. Et ça trouve vraiment, là, tu es arbitre professionnel au Canada. Puis par la suite, là, l'étape ultime, c'est vraiment le côté international que là, c'est de faire un bon travail constant au niveau professionnel canadien, de bien représenter, de bien faire ça là, au niveau local canadien. Puis tu peux éventuellement avoir l'opportunité d'avoir la badge internationale, la badge FIFA. Là. Donc là, comme tu es avec la badge Canada Soccer nationale, c'est quoi le lien? Quel est le processus pour devenir arbitre pro referee, qui est l'association des arbitres pour la MLS et la MLS 2, USL aussi? Quel est le lien? Parce que toi, tu as arbitré des matchs à MLS aux États-Unis, donc tu n'es pas juste le territoire canadien. C'est quoi le bout manquant, le chaînon manquant dans qui fait le lien? Tout simplement, maintenant, là, comment ça fonctionne, puis c'est un petit peu comment ça fonctionne pour moi. Moi, j'ai été pris un petit peu dans l'époque COVID. J'ai eu un permis de travail.
juste avant que le COVID, en 2019, COVID est arrivé, mon permis de travail était bon pour 1 an. Eux sont tombés dans la bulle à Orlando. Ça a peut-être un peu ralenti là, mais longue histoire courte. Tu fais un bon travail à la maison. De mon côté, j'ai eu un match à l'époque qui était Calgary en CPL, champion canadien contre Vancouver à Calgary. Puis Mark Geiger, qui est maintenant le directeur général de Pro Referee, est venu me voir ce match spécifique. Il avait entendu des choses sur moi, il m'avait déjà vu aussi ailleurs. J'avais fait quelques 4e officiels à la MLS. Donc, mon nom il savait j'étais qui, mais il ne m'avait jamais vu en personne. Il est venu voir mon match. Puis ce match-là, par la suite, j'ai juste eu plus d'opportunités. Ils m'ont donné des matchs au Canada, comme j'ai fait Montréal, Vancouver à Vancouver, j'ai fait Montréal, Philadelphie à Montréal, j'ai fait Toronto, Nashville, sans être engagé avec Pro Referee. Donc, tranquillement, j'ai fait des matchs et là, ils m'ont offert un contrat au début de l'année suivante. Souvent, tu parles de l'évaluation, j'ai un bon rendement, tout ça. Là, au soccer, avec l'émergence des stats avancées, ce n'est plus les yeux qui déterminent nécessairement si un joueur est bon. On a des stats même pour le défenseur. Avant, un défenseur, t'aimes un style ou pas. Comment on juge? Comment on évalue la performance d'un arbitre? À la fin du match, là, l'équipe qui a perdu, l'arbitre est nul. L'équipe qui a gagné, il n'a pas vu l'arbitre. Comment quelqu'un de neutre peut dire ton match il est mauvais, tu as raté tel call? Ou comment on fait vraiment pour évaluer un arbitre pour dire lui, il fait partie du meilleur de son groupe, on va le pousser pour qu'il aille à l'échelon supérieur? C'est tellement une bonne question. Premièrement, il y a un évaluateur à chaque match. Chaque match, on est évalué. Donc, on a une note. Tout simplement, on a vraiment une note sur le rapport qu'on reçoit avec des commentaires. Donc, ce qu'ils regardent, c'est ton game management, comment tu contrôles le match, ton player management, comment tu le contrôles, ton interaction avec les joueurs, bien entendu, ta prise de décision, mais également le côté qui est souvent, qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est le côté fitness, le côté de ta condition physique puis tes déplacements sur le terrain parce que tu as beau être la meilleure personne avec des clés vidéo, toujours avoir les bonnes réponses, mais si tu n'es pas là de les voir, mais tu ne pourras pas prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Donc, c'est un peu le même. Donc, c'est le même principe, l'importance de bien bouger sur un terrain, c'est important. Donc, c'est ces 5 facettes-là qui sont regardées par les prédateurs. Donc, il faut que tu sois comme un attaquant. Il faut que tu aies les bonnes courses, les bons mouvements, bien placés. Tu as un positionnement pour dire comment te positionner sur un terrain pour voir la main, le penalty, la faute. Ça demande un athlétisme de haut niveau. Tu es aussi fit qu'un joueur. Mais il faut que tu sois bien placé. Il faut que tu aies une lecture du jeu, en fait. Exactement. Non, mais exactement ça. Le mot important, c'est l'anticipation. Tu as quand même de lire le jeu, comprendre les options sont où, d'anticiper pour la prochaine phase de jeu, pour être capable de déplacer puis d'aller chercher un angle. Parce qu'encore une fois, combien de fois on va voir une séquence, on regarde des matchs, on regarde un match à la télévision, on est assis, on regarde une séquence, et on émet une opinion. Puis là, soudainement, ils montrent un angle différent. Là, notre opinion, peut-être qu'elle va changer. Là, l'autre angle arrive, là, elle change. Mais tu sais, l'arbitre a une chance. C'est une angle de vue, tu la vois à ce moment-là. Donc, il faut comprendre les acteurs du jeu. Il faut comprendre le style de jeu des deux. Puis, par la suite, ça va t'aider à bien te déplacer sur le terrain, à bien anticiper pour éventuellement prendre la bonne décision. Donc, selon toi, si tu es loin du jeu, ça veut dire que celui qui a fait la passe, il était mauvais. Il n'aurait pas dû faire la passe si loin que ça, right? Exactement. Exactement. Là, je viens de comprendre. Le prochain match que je vais regarder, là, il ne sera pas pareil. Mais au niveau conditionnement physique, il y a des tests. C'est quoi qui existe? Tu sais, souvent, on entend parler, il faut que l'arbitre il fasse, je ne sais pas, moi, 5 km en bas de 30 minutes. Je dis n'importe quoi, ou un sprint. On le sait seulement avant chaque Coupe du Monde et Euro. On voit les images des arbitres, on sélectionne, tu as 50 arbitres. Puis après, on juge quelques arbitres. Après, on dit pas impossible qu'il court autant, lui. Je suis aussi vite que lui. On a des tests et les tests sont équipés on les appelle les gates. Là, donc, tout simplement, les tests sont fiables, je peux vous le dire. Ça ressemble à quoi? Donc, super simple. Le test, une petite variante là, lorsque tu vois une compétition internationale, mais le test, c'est pour un arbitre, c'est différent pour un arbitre assistant. Pour l'arbitre, c'est 6 sprints de 40 mètres avec 1 minute de pause entre chaque sprint et les sprints doivent être sous la marque de 6 secondes, 0.00, donc 6.00. Sofiane, note ça, je vais l'essayer en fin de semaine. Voir, Attends. Ça, c'est la portion vitesse. Ensuite de ça, on a 8 minutes de pause et là, on doit réaliser 40 fois 75 mètres en 15 secondes.
avec 25 mètres de marche en 18 secondes. OK. Donc, ça, on le fait 40 fois. Lorsqu'on va à une compétition, là, je ne suis pas à la Gold Cup cette année. La dernière Gold Cup, j'y avais été. C'est le même principe, mais au lieu d'être 15-18, 15 qu'on court, 18 qu'on marche, c'était 15 secondes, 40 fois également. OK. Donc, ça, c'est la petite coche quand on a une compétition internationale qu'on ajoute. Est-ce que la petite coche, c'est par rapport au niveau des sélections? Comme les sélections, c'est les meilleurs des meilleurs? Ou est-ce que Non, c'est parce vraiment que c'est un standard de fédération, un standard de compétition? c'est un standard au niveau international ou au niveau national également. Donc, c'est un standard de ligue professionnelle. Parce qu'à un certain moment donné, c'est un test physique, c'est un test physique. Ouais. Donc, on passe le test, on l'a passé. Ce qui arrive également, c'est pousser le corps, c'est comme un joueur. Lorsque vous dites qu'un joueur joue en ligue, joue également en coupe, là, m'emmener la charge de travail à bien énorme, mais c'est pareil pour un arbitre, on doit être capable de moduler puis de toujours garder une bonne forme physique. C'est un petit peu là comment je peux dire ça? C'est là le côté qui est dangereux des fois de toujours pousser la machine dans le fond. Ouais, Puis ouais. on vieillit également. Moi, j'ai 37 ans et je ne suis pas prêt d'arrêter non plus, mais Ouais. disons que j'arrive à 44, 45, 46 ans. À un moment donné, le corps, il faut que tu aies fait attention à ton corps depuis plusieurs années. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. C'est juste, excuse-moi, Sofiane, il n'y a pas de limite d'âge. C'est juste être capable de réussir les tests physiques, puis tu es OK. Exactement. À l'époque, il y a déjà eu une limite d'âge. Oui. Ici, je pense en Italie, c'est encore le cas, en Espagne du moins. Mais ici au Canada et aux États-Unis, il n'y a pas de limite d'âge, c'est vraiment le test physique. Mais encore une fois, le test physique, la portion, je veux dire, cardiovasculaire, tu t'entraînes bien, tu vas la réaliser, mais la portion de vitesse en vieillissant, c'est là que ça devient un challenge aussi. Là, ça devient un défi, devient plus là. Mais est-ce que ta récupération et ton maintenance, la maintenance de ton corps, si vous me permettez l'anglicisme, et doit être gérée par toi? Est-ce que Canada Soccer ou la FSQ ou MLS Periphery te soutient avec ça? Bon, t'es pas comme LeBron James où tu ramènes ton coiffeur et ton kiné avec toi partout, là, mais c'est vrai. Mais est-ce que, comment est-ce que là, tu es chez toi la semaine, tu te prépares pour le match du week-end, etc. Donc, tu as une routine, mais entre les matchs, si tu as plusieurs. Là, c'est comme. Je pense que c'est comme les joueurs. Là, tu arbitres 2 matchs par semaine peut-être. Je ne suis pas sûr par rapport à la routine, mais comment est-ce que tu gères ça si tu es tout le temps en déplacement et tu as besoin d'avoir accès à des spécialistes pour t'aider à récupérer et à être en forme? C'est une super bonne question. Puis je pense que on peut passer beaucoup de temps à cette question-là parce qu'on est bien encadré. Premièrement, moi, maintenant, je suis engagé, j'arbitre à temps plein. Je suis arbitre professionnel en MLS, donc pour Pro Referee. Et l'encadrement est numéro 1. L'encadrement est similaire avec la CSA maintenant également. C'est juste qu'elle arrive plus souvent, disons maintenant, à cause qu'ils ont plusieurs employés à temps plein. Et là, la différence. Mais, exemple, à tous les matins, je reçois sur mon téléphone mon entraînement. Donc, j'ai un entraînement qui est fait tous les matins. On a la montre Apple maintenant, bien entendu, et on la porte pendant la nuit. Alors, la nuit, on la porte ici, donc on voit le sommeil qu'on a et l'entraînement est modulé selon notre sommeil, notre récupération et ce qui s'amène par nous. Souvent, comment on fonctionne, c'est la journée du match, on appelle ça la journée du match. Les journées suivantes, on dit game day plus 1, plus 2, plus 3, puis les game day minus 1, minus 2, minus 3. Donc, selon qu'on est là-dedans, l'entraînement va être différent. Comme moi, exemple, aujourd'hui, là, on est mardi, mon prochain match est seulement samedi et j'étais 4e officiel en fin de semaine passée. Donc, ma charge de travail n'a pas été énorme dernièrement. Ouais. Aujourd'hui, j'avais 2 entraînements ce matin. J'avais une portion cardiovasculaire, j'avais une portion musculation aussi. Donc, parce que c'est une journée. C'est fou, hein? Oui, mais c'est le fun. Mais oui, mais je suis convaincu, tu demandes ça n'importe. Il y a 95% des fans de foot qui n'ont aucune idée qu'un arbitre a cet entraînement qui est à peu près le même qu'un joueur, là, qui a un suivi aussi. C'est fascinant. Quand on y pense, c'est logique, mais il faut le savoir. Parce que pourquoi on te parle? On veut découvrir de tes propres mots, avec ta propre voix, ce qui se passe en réalité. Ouais. Puis l'autre chose que j'ajouterais, par contre, parce que je peux tutoyer, hein? Ça va être plus facile. Oh oui. Si vous voulez, M. Lausière. Si vous voulez. Ça va être plus facile. Pierre-Luc. C'est réciproque, s'il vous plaît, là-dessus également. Donc, non, mais tu as dit tantôt par rapport à la semaine, tu es chez vous, mais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai quand même 2 camps par mois qu'on va. Souvent, c'est à Dallas. On va à Dallas pendant 3 à 4 jours. On est en formation. Puis on a également le côté fitness à ce moment-là. Donc, on passe beaucoup de temps à l'extérieur de la maison. Donc, c'est pas juste les matchs et les fins de semaine. Ma femme serait vraiment contente si c'était juste.
Ouais, mais quand on voit le transfert attaque, il dit OK, c'est bon, transfert attaque approuvé. C'est correct. Quand elle a reçu la deuxième montre Apple, elle a dit OK, c'est OK. À mieux mon ancienne, par contre, que je me Non, mais elle attend la version Hermès là, de Apple C'est Watch. ça. Elle attend la version Hermès. Mais- Hermès, c'est une marque chère, Nilton, pour que tu saches là. Mais juste pour faire. faire. Juste pour finir avec l'évaluation, tu sais, tantôt, tu parlais de l'évaluateur, la façon de gérer un match, tout ça. Tu sais, moi, ma première réaction quand j'entends ça, c'est qu'il doit y avoir des tendances à travers le temps. Là, il y a une certaine tendance. Peut-être que nous, les fans, quand on regarde le match, on ne le sait pas. Mais des arbitres en MLS où ils ont peut-être une autre tendance dans une autre ligue de gérer un match d'une certaine façon. Tu sais, c'est quoi les tendances? Tu peux-tu nous expliquer c'est quoi les priorités pour un arbitre présentement en MLS ou peut-être c'est la même priorité à travers les autres compétitions? Oui. Mais c'est une question que je suis très à l'aise de répondre parce que c'est aucunement caché, c'est très public. On appelle ça des points d'emphase, donc des points of emphasis tout simplement. Puis les points d'emphase en ce moment avec la MLS, les points d'emphase ne viennent pas des arbitres, ils viennent de la Ligue. Et la Ligue, ce sont les propriétaires. Alors, c'est quoi le produit qu'ils veulent sur le terrain? Nous, ça découle. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on regarde un match de Premier League, on regarde un match en Premier League, ensuite, on regarde le match immédiatement ensuite en Liga. La même action va peut-être donner des conséquences un peu différentes. Donc, c'est peut-être ça qui est la grosse confusion chez les partisans, parce qu'eux, ils naviguent d'un championnat à l'autre, puis ils disent le même geste, c'est pas le même call. Non, et encore là, ça vient de la Ligue. C'est-à-dire, c'est quoi le produit qu'ils avaient exporté aussi à ce niveau-là? Nous, à MLS, ce qu'on recherche, c'est du temps de jeu. Exemple, un des gros points qui est important en ce moment, cette année, c'est le Daily Restart. Donc, retarder la reprise du jeu. Alors, on est très sévère sur retarder la reprise du jeu. Donc, le joueur qui vient se mettre devant le ballon et qui a un impact, tout simplement. Donc, se mettre devant le ballon, c'est juste de mettre devant le ballon. Mais lorsque le joueur est prêt à mettre la balle en jeu, on l'empêche. Ça, c'est un des points d'emphase qu'on On vient de comprendre 2-3 calls de cette saison. Oui, exactement. Non. Mais encore là, ce qui est intéressant, moi, je consomme beaucoup de ces matchs-là également. Je les regarde sur Apple TV, ces choses-là. Et souvent, les commentateurs sont au courant. Ils savent que c'est un des points d'emphase. Fait que ça, c'est le fun parce qu'au moins, ils le disent, ils le mentionnent. Donc, tu as la reprise du jeu, tu as la désapprobation à parole ou en acte, le descent. Ce qu'ils appelle le mobbing aussi, j'ai aucune idée comment dire. Le crowding, là, quand on te vient. OK, à 3-4 ans, il y avait un communiqué par rapport à ça, au crowding, où soudainement, c'était des amendes à gogo. Oui, c'est un regroupement pour essayer d'influencer. À chaque semaine, c'est des milliers de dollars. Ils ne disent pas le montant, mais le club ou les joueurs ont reçu une amende pour avoir crowdé l'arbitre durant le match. Pour de vrai, là-dessus, ma mentalité, c'est less is more. Moi, j'en sais mieux que c'est. Moi, ce qu'on me demande, c'est voici les points d'emphase, je les respecte. Ensuite de ça, la Ligue, ce qu'elle fait avec, ça leur appartient. Moi, je fais mon travail de mon côté, tout simplement. Deux questions, c'est les points d'emphase. C'est à chaque année, parce que je n'en ai pas vu de communiquer depuis un bout. Je l'ai vu en 2019. Oui, en début d'année, ils rencontrent les équipes là, pour dire c'est quoi les points d'emphase cette année. Il m'en reste quand même 2 autres. Il y a tout ce qui est tactique, là, stopping promising attack, donc ou une attaque prometteuse lorsqu'elle se fait arrêter, ou même de débuter une attaque. Donc, quand même que tu es vraiment dans ton tiers défensif, il y a un turnover, donc une contre-attaque, immédiatement, un pull, on tient le chandail ou on empêche l'attaque-là de commencer, on est sévère dessus. Et tout ce qui est percent offense. Donc, le même joueur qui commet plusieurs fautes ou le même joueur qui reçoit beaucoup de fautes sur lui. Alors, à un moment donné, nous, on nous demandait de travailler à dire, hey, ce joueur-là ici, prochaine faute sur lui, il y a une conséquence. Mais tu vois, c'est tellement intéressant parce que dernièrement, on a vu, et certains commentateurs, parce que ce n'est pas tous qui sont au courant, visiblement, il abuse. comprennent. Pourquoi il abuse, il n'y a pas de tact. On vient d'avertir tout le monde qu'il faut arrêter de toucher, mettons, l'année passée à Djordje Mihailovic. Et tout le monde trouvait ça bizarre, comme, voyons donc, pourquoi qu'il faut protéger? Mais sachant que c'est une consigne de la Ligue, ça fait du sens. Et que c'est clair et communiqué à tout le monde. Le seul truc qui manquerait, puis c'est pas pour toi, Pierre-Luc, c'est plus pour peut-être pour Achète-toi un club et influence la MLS. Exactement. Attends, j'ai trouvé 500 millions de dollars. Là. Je parlais à mon ami Léo. Le dernier club a coûté plus que 100 millions de dollars. 500 millions avec Léo, ils vont trouver un deal, mon ami Léo. Mais
peut-être la Ligue devrait le communiquer un peu plus. Je pense que pour referee, ils font des communiqués. Je n'ai pas trop suivi cette année en termes de communiqués, à part les inside review vidéo, que je trouve ça excellent. Par rapport au point le point d'emphase, là, tu avais répondu sur la fréquence. C'est quand même ces points d'emphase, c'est ce que les règles à IFAB vous permettent à chaque corps d'arbitrage d'interpréter. Vous n'avez pas changé la règle du. C'est par rapport tout ce qui est un peu, pas flou, mais qui n'est pas cartésien. Vous pouvez choisir, la Ligue choisit son style pour donner le niveau de entertainment qu'elle veut offrir. Oui, puis également, il faut faire une différence avec une ligue et une compétition, et un tournoi. Je m'explique. Ouais. Ça prend beaucoup de cartons jaunes avant d'avoir un match de suspension dans une ligue. Ouais. Donc, la valeur de ces cartons jaunes-là est différente que si on va à une Coupe du Monde, qu'après 2 cartons jaunes sur 2 matchs différents, le 3e, tu ne peux pas jouer. Donc, ce qui est demandé aux arbitres, des fois, la latitude va être différente. Mais également, dans une ligue, on vient de créer des relations. On crée des relations avec les différents acteurs du jeu, que ce soit les entraîneurs, que ce soit également les joueurs. Et ces relations-là, si on est toujours très sévère, je ne veux pas dire sévère, c'est dans notre approche humaine, on est très dictateur, mais après le 5e, 6e match avec les mêmes équipes, ça se peut que le message passe moins bien. Ouais. Mais si on crée des relations, c'est un petit peu différent. Et là, quand je dis le mot relation, on parle aucunement d'amis, d'amitié. Moi, c'est pas mon style. On est professionnel d'un côté, de l'autre, mais tout ça pour dire que la manière de gérer le match va être différente. Si je m'en vais arbitrer un match et l'équipe, je la vois une fois aux 6 ans, j'ai pas besoin de créer cette relation-là. Ouais. Je peux aller au match et c'est pareil pour l'autre côté, pour le joueur également. Il sait qu'ils vont me voir une fois pour les 6 prochaines années. Ouais. Donc, on peut gérer ce match un peu différemment. Et puis, je pense qu'on peut passer au côté. Je pense que tu avais une question par rapport aux compressions des règles. Je pense pour. Par rapport à l'arbitrage et les règles, est-ce que tu as l'impression qu'elles sont bien comprises par tous les acteurs, joueurs, coachs, partisans, médias? On a discuté de ces points-là à différents niveaux, mais est-ce que il y a des moments où tu te dis, ouais, on a eu le communiqué sur ça, on a eu cette réunion, Samuel Piette ou Zlatan Ibrahimovic, on s'est parlé de ça. Là. Howard Webb était avec vous a parlé de ça il y a quelques années. Est-ce que tu dis, t'entends, ouais, c'est dommage, parce que si jamais tu vas sur Twitter ou Instagram ou tu écoutes Apple TV, M1 Season Pass, tu dis, ouais, ça, on leur a déjà parlé de ça, puis je suis pas déçu, mais je suis un peu. Ça doit être différent entre un partisan qui ne comprend pas pourquoi tel joueur a reçu un carton et le coach qui, lui, devrait comprendre pourquoi il a reçu un carton. J'imagine que dans certains moments, tu dois vivre une certaine frustration, puis tu dois rester quand même le moindrement neutre et assez froid. Il ne faut pas réagir à ça. Mais c'est un sport d'émotion. En partant, dès là, je veux dire, quand on parle d'émotion, des fois, ça dit, on devient émotif, donc on perd un petit peu le côté, comment je pourrais dire ça, on perd un petit peu le côté rationnel. Des choses dans n'importe quoi dans la vie, quand on devient émotif, des fois, on perd la raison de ce côté-là un petit peu. Donc, est-ce que je viens fâcher de ça? Aucunement. Je veux dire, moi, je fais un travail, j'aime ce que je fais. Est-ce que des fois, moi, ce qui me déçoit, si vous me posez la question, ce qui me déçoit, c'est plus des aberrations qui sont dites des fois au public. Au niveau règles. Au niveau règles, mais je parle de l'aberration. Je ne parle pas de interprétation. Une règle qui est complètement fausse, qui est annoncée à la télé. De ce côté-là, je me dis, on a quand même un devoir, nous qui aimons ce sport-là, dans un pays, dans une province, comme la nôtre, d'éduquer un petit peu des fois la prochaine génération qui va consommer ce sport-là aussi. Donc, de ce côté-là, quand il y a une aberration qui est dite, ça, oui, je me dis, j'aimerais tellement ça qu'un arbitre puisse être là pour dire non, hey, stop, c'est pas ça. Ouais, non, je comprends. C'est ça la Mais même dans les grands pays de foot, ça commence à peine d'avoir dans le panel un ancien arbitre. Mais je pense que ça oui, mais on le sent des fois aussi que l'arbitre qui est là, l'ancien, il a tellement été habitué à ne pas se prononcer sur les actions des autres que quand il se retrouve dans cette situation-là, il tente de doser, il dit oui, il s'est peut-être trompé, il y a peut-être ça. C'est moins tranchant qu'un ancien coach ou un ancien joueur qui, lui, va là en mode va faire un spectacle pratiquement. Tandis qu'un ancien arbitre dans un panel, s'il y avait quelqu'un d'un peu plus coloré, qui a une facilité à communiquer certaines choses, oui, ça pourrait faire un grand changement, ça, c'est sûr. Là. Mais encore là, nous, les arbitres, on travaille des considérations. Mais une considération, c'est rarement tout blanc ou tout noir. Ouais. Donc,
De là, la subtilité des fois. Donc, dans une même action, on a plusieurs considérations pour venir au carton jaune, pour venir au carton rouge ou tout simplement pour simplement une faute. Mais tu as des considérations qui sont mixtes, qui peuvent aller dans plusieurs boîtes à certaines occasions. De là, le côté pour un commentateur qui est un ancien arbitre qui peut dire « Ah, je comprends pourquoi il donne le jaune, mais le rouge n'aurait pas été mauvaise décision non plus pour telle considération. » Une certaine empathie. Et tout ce que dit Pierre-Luc, il est en train de faire après avoir couru un sprint de 50 mètres. Oui, c'est ça, en 5 secondes. En train de se faire insulter, mais pas lui, genre « Hey, ref, fudge, ouais, ref, handball ». Et l'autre gars qui parle espagnol, l'autre gars qui parle en français, il est en sueur, en train de lui parler dans l'oreette, genre, au fait, et tout ça. Je te garantis que je finis le match avec un record de carton jaune. mais moi, je trouve ça fascinant, la mise de contexte. Tu viens de dire un des processus de décision en direct, et tu en faire en train de courir à la 85 minutes. C'est un match de partout. L'équipe qui perd, l'équipe qui gagne va aller en playoff. L'équipe qui gagne va peut-être aller en promotion en Premier League. Ça peut être dans une autre vie, pour un autre arbitre qui est en Angleterre. Il y a des prises de décision où tu essaies d'être le plus neutre possible. Objectif, les règles. À partir de maintenant, là, je les ai toutes en défendu, moi. Tu peux demander. Pierre-Luc Nilton, là, je suis le fan numéro 1. Les fans numéro 1. Mais c'est pourquoi on voulait te parler. Je pense que tu nous éduques en lui donnant des insights sur un peu ta. On a une autre réalité, là. Oui, l'autre revers de la médaille d'une façon positive, là. Mais est-ce que. Peut-être tu parlais de choses aberrantes que je trouvais qui revenaient trop souvent. Mais. Qu'est-ce que tu entends qui t'énerve le plus sur les arbitres? Tu n'es pas obligé de donner un exemple spécifique, mais une généralité qui revient souvent, te dit le stéréotype devient tellement stéréotypé que c'est un peu abusé. En tant que quand tu étais jeune jusqu'à maintenant en tant que professionnel. C'est pas le côté de temps professionnel, mais peu importe le sport, chez les jeunes, chez les plus vieux, moi, c'est le côté d'être impartial. Je veux dire, ce côté-là, ça me rend fou de penser qu'un arbitre qui met autant de temps, autant d'énergie, qui fait autant d'efforts, qui se déplace, puis il va vraiment aller là-bas, à ce terrain-là, puis prendre des décisions en faveur d'une équipe. Pour moi, ça fait juste aucun sens. Puis, si on va chez les... j'aime beaucoup de respect chez les jeunes arbitres. Imaginez là, un enfant de 14 ans qui s'en va avec des enfants de 12-13 ans. Tu as papa, maman, grand-papa, grand-maman aussi, mon oncle, ma tante, tout le monde est motivé, puis tout le monde a une opinion. C'est terrible. Pour voir mon fils, pour coacher de temps en temps ces jeunes-là, voir les parents chialer après un jeune qui a 2 ans de plus, et dit ton gars a raté 15 passes de fil. Exact. Il peut-tu rater un hors-jeu que tu n'as probablement pas compris? Mais le pire, c'est ça. Ça se peut que sur ce que tu chiales en ce moment, que l'arbitre ait raison. Ça se peut. Fait que tu n'as aucune raison en ce moment. Mais moi, c'est juste ce côté-là. Le côté, quand on devient professionnel, ma peau, là, je veux dire, je suis capable d'en prendre. Je veux dire, oui, moi, ce qui me fait plus mal, c'est quand que moi, je manque de quoi, puis que je revois mon match après, puis que je vois que j'ai manqué de quoi, ça me blesse, ça me fait mal, puis ça me joue dans la tête pendant trop longtemps. Donc, fait que j'ai pas besoin de personne d'autre pour me le dire. Fait que ce côté, mais, j'ai 37 ans. Je veux dire, j'ai de l'expérience, j'en ai vécu, puis j'ai une personnalité qui vit bien là-dedans aussi. Sauf moi, le côté qui fait pas de sens pour moi, c'est vraiment chez les jeunes, les amateurs. Moi, j'ai trouvé ça catastrophique. C'était un point de clair il y a un mois ou deux. Un arbitre assistant se fait insulter, je pense une insulte raciste. Le gars, genre, il avait 15 ans, et par un entraîneur. Mais même, justement, et le pire, à la limite, les parents, dans les spectateurs, je dis à la limite, je relativise. Tu peux pas contrôler tout le monde. À la limite, mais quand tu es parti d'un staff, tu es parti un acteur du match. Tu as une responsabilité. À moins que tu t'appelles Carlo Ancelotti, tu es un éducateur à la base. C'est pas Chelsea Real là, en demi-finale de Ligue des Champions. C'est un match de semi-pro, de U14. Je sais exactement l'histoire. C'est un match U16 féminin, je ne me trompe pas. C'était pas une insulte raciste. C'est une décision, il y a un coup de pied de coin qui se donne, la balle sur la surface de réparation, éventuellement, situation probablement d'hors-jeu. L'entraîneur quitte son banc et fait un sprint jusqu'à la ligne de but. Mais tu te dis, pourquoi? L'année dernière, il y a eu la même situation. Si on se rappelle, sur l'ouest de Montréal, il y a eu un spectateur qui a frappé. Un arbitre assistant aussi. Ces choses-là, pour moi, cet arbitre assistant-là, d'ailleurs, il était venu voir le match chez le Canadien par la suite ici à Montréal.
Puis on l'avait rencontré, donné un chandail, on avait parlé beaucoup. Ça c'est cool ça. Un jeune qui a décidé qu'il n'abandonnait pas malgré cette épreuve-là. Mais ça, pour moi, ça me brise le cœur. Je me dis... Heureusement que tu es là, Pierre-Luc, parce que moi, j'allais vers la racisme, donc tu as sauvé ma carrière de podcasteur. Mais j'aurais juré qu'il y avait quelque chose, mais non, c'est correct. C'est une belle histoire, Pierre-Luc. Mais justement, tu en as parlé du physique. Je pense qu'il y a l'aspect mental. Oui. Je présume que vous faites faire des questionnaires il y a un questionnaire psychologique à travers les différentes étapes, là, que ce soit au niveau du Québec, du provincial, du fédéral et éventuellement CONCACAF, FIFA pour toi, je l'espère, une Coupe du Monde, féminine ou masculine. Comment, est-ce qu'ils savent rapidement que quelqu'un a le mental pour être arbitre ou pas? Est-ce qu'il y a une copie? Est-ce qu'il y a le fameux gate là, physique? Est-ce qu'il y a un gate mental pour dire tu ne passeras pas, tu es trop énervé, tu es trop anxieux? Pour toi, je arrête mes questions là, ma longue question de 50 pages. Quelles sont les qualités primordiales et obligatoires par un arbitre en termes de mental? Mais autant de mental, probablement, il faut être courageux. Le courage, c'est le numéro 1 parce que, je veux dire, il y a une différence entre prendre les bonnes décisions et prendre les décisions qui sont populaires. Souvent, les bonnes décisions, ce n'est pas les décisions qui sont populaires non plus. Ouais. Donc, le courage, c'est la première des choses parce que faire un match, tantôt, je ne me souviens pas, il y en a un qui a dit par rapport à il y a une équipe qui t'aime, une équipe qui ne t'aime pas, mais où on parle de toi, on ne parle pas de toi. Pas se faire parler de toi, c'est super facile. Je vais prendre des décisions. Ouais, des home calls. C'est ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est bien entendu, c'est de protéger l'intégrité physique des joueurs, mais c'est également de s'assurer que les règles sont appliquées aussi par rapport à ce match-là. Donc, le courage, pour moi, c'est le numéro 1. Ensuite, le numéro 2, à mon avis, c'est d'être capable de se relever d'une mauvaise performance. Donc, d'être capable d'apprendre de ses erreurs, d'être capable d'être autocritique, de regarder son match, de dire, OK, ça a été bien fait, ça, je dois l'améliorer. Puis le match suivant, d'être capable de construire là-dessus. Donc, moi, quand je regarde les jeunes, c'est ça que je regarde. On fait tous des erreurs. Vous avez dit tantôt, il y a un joueur qui va manquer 15 passes. Mais il y a un arbitre qui va en manquer des décisions. Puis, ça fait partie d'un processus. Plus que tu montes, plus que tu vieillis, tu en manques de moins en moins, du moins, j'espère. Mais un mauvais match, ça peut arriver. Mais est-ce que tu es capable de te relever de ce mauvais match-là? Donc, ça, pour moi, c'est une des qualités super importantes parce que si, malheureusement, ça te reste dans la tête, puis que tu viens qu'à être affecté, puis c'est un deuxième, troisième mauvais match, là, ça devient plus corsé un petit peu là, du moins au niveau professionnel. Là. Est-ce que tu as du support officiel et non officiel entre que ce soit la fédération, le Pro Referee et tes collègues? Maintenant, Pro Referee, on a accès à un psychologue. Donc, on a un psychologue sportif qui vient nous rencontrer dans nos camps, là, les 2 camps par mois. À Dallas, pas à chaque camp, mais d'une base assez régulière. Canada Soccer a également accès à un psychologue. Aussi, donc il y a de manière sporadique, il vient à des Zoom meetings. Donc, on peut le rencontrer là aussi et on peut engager ces personnes-là du côté privé là, si on le désire également. Donc, on a un soutien. Je pense que c'était méconnu à l'échelle vraiment là, large. C'est autant chez les joueurs, entraîneurs, arbitres, partout. Puis maintenant, je pense que tout le monde se rend compte à quel point c'est super important. Là. Je veux dire, c'est primordial qu'ici, on se sent bien pour éventuellement une bonne performance. Donc, on a accès à ces personnes-là. Et c'est vraiment agréable. Honnêtement, c'est un plus, là, un gros plus. Et sur le terrain, en termes de qualité, tu as le courage, tout ça, mais spécifiquement pour la gestion des joueurs. Ouais. Est-ce que tu dois gérer des hommes et des femmes qui ont des émotions, qui eux, c'est compétitif, ils sont payés pour gagner. Là, Dieu merci, il n'y a pas de relégation, promotion à MLS. Donc, imagine, ça aurait été comment. Mais est-ce que toi, tu peux te décrire toi-même, hein, quels seraient tes points forts pour gérer un match, gérer le match lui-même, que ce soit gérer tes assistants VAR, gérer tes collègues, ou aussi gérer le staff, les coachs et les joueurs? C'est la partie le fun, hein? Le player management. Tu trouves ça le fun? J'adore. Mais tu sais, j'ai été enseignant aussi pendant 13 ans. Hein, donc, j'avais des élèves, 30 élèves devant moi en éducation physique, donc qui se promenaient un peu partout avec des personnalités différentes. Donc, je veux dire, il y a une relation à faire entre les deux. Mais ouais, c'est une partie de force. Premièrement, l'équipe. On est une équipe, vous l'avez dit, on est 4 arbitres, plus VR et VR, on est 6 ensemble, on travaille en équipe. C'est notre équipe. Donc, chacun a des forces, chacun a également un angle de vue différent pendant le match. Donc, avec le rep, on peut s'aider, on peut se donner au moins des indices. On peut donner des indices selon l'angle de vue qu'on avait. Donc, ça, c'est une des choses.
gérer un match, je veux dire, chaque match est différent. Chaque match, la tolérance peut être différente sur certains aspects du jeu. Bon, je vais aller très banal avec des balles aériennes, le contact que les joueurs sont prêts à se donner, pousser d'eau, pousser de l'autre côté. Donc, chacun des matchs, selon les acteurs du jeu, ça va être différent. Donc, on va varier l'intensité. Si tu appelles trop de ces fautes-là, des fois, ça irrite les joueurs. Si tu n'appelles pas assez, ça irrite de l'autre côté. Donc, c'est trouver la balance de ce côté-là, mais de le verbaliser, de parler. Donc, d'aller parler avec le joueur pour dire « Hey, regarde, moi, les mains sont dans le dos, je suis à l'aise avec ça. Si je vois tes mains devant, par contre, c'est là que tu risques un peu plus. » Donc, c'est ça le player management. C'est aller parler aux joueurs au bon moment. Personnellement, je ne suis pas la personne qui parle le plus sur le terrain. Ça, c'est ma personnalité à moi. Par contre, lorsque j'ai le temps, parce que je suis en train de travailler, lorsque j'ai le temps, exemple, il y a un blessé ou il y a un changement, là, il y a un arrêt de jeu, si j'ai de quoi à dire qui peut être utile, je vais aller voir le joueur, on va se parler d'humain à humain, tout simplement. Et c'est de prendre les joueurs sont professionnels. En MLS sont très professionnels, donc on est capable d'avoir une vraie discussion bien souvent. Et comme vous l'avez dit, il y a différentes personnalités. Il y a certains joueurs qui ne veulent juste pas se faire parler, ils ne veulent pas parler. Donc, ils ne parlent pas, tout simplement. Donc, aussi banal que ça. Tu as d'autres joueurs qui aiment parler, tu parles un peu plus, tu t'adaptes. Et en tant qu'arbitre, la dernière chose que je pourrais dire, c'est on a un rôle aussi un petit peu des fois il faut se respecter qui on est, c'est dans notre personnalité, mais des fois, on peut acter un petit peu une émotion qu'on n'a pas vraiment dans nous, mais c'est pour le bien du match. Et je peux avoir l'air fâché parfois, mais moi, la vie est très belle. Tu trouves ça drôle ce qui s'est passé, mais tu fais ton fâché. Ok, j'ai une question. Quand tu montres des doigts le nombre de fois avant de donner un jaune, est-ce que tu le fais avec une phase? Tu fais 1, 2, 3. La partie fun, ça. Est-ce que tu comptes? Non, mais peut-être ça te laisse le temps de réfléchir. Est-ce que je donne un jaune finalement? Est-ce qu'à la fin, je fais ça ou après, je fais ça? Je me donne si vous voulez rire, par contre, je peux pousser la chose un peu. On s'appelle Couscous Piri, on veut rire. C'est bon, mais je vais parler pour moi, je ne veux pas spoiler mes amis, là, mais je me pratique devant un miroir pour certaines choses que je veux faire dans un match. Je m'explique. C'est des fois comment livrer le carton jaune. Je veux bien le donner parce que je veux projeter une image selon l'action qui a été donnée. Mais le 1, 2, 3, c'est pareil aussi. Ou aussi banal tu donnes 2 cartons jaunes sur la même action à un joueur de chaque équipe. Moi, je donnais jaune, puis je le tournais à l'autre bord jaune. Mais par contre, maintenant, en regardant, c'est pas beau. Non, c'est pas bon. Non. C'est jaune, descend en bas, mets dans l'autre main, jaune l'autre bord. Excellent. Dans le fond, il vous faut pas juste un psy, là, il vous faut une Denise Filiatro maintenant que tu l'as commencé pour pouvoir y montrer. Il faut. Hein? La référence Nilton. Mais en même temps, je suis certain que sans même vous en rendre compte, et même en vous rendant compte, vous allez regarder un arbitre et dire hey, wow, il est confiant avec sa décision. Ah ouais. Oh, il a l'air tellement sûr. Là. J'ai rien vu, mais je le crois. Quand on prend une décision, c'est de ça qu'on va avoir l'air. Donc, comment je peux avoir l'air si confiant que ça ou je veux dire, tu es fort, comme fort dans ma décision. Puis malgré qu'en dedans, je fais comme les indices, les considérations que j'aimerais ça d'en avoir une de plus, mais je n'avais pas l'angle de vue pour voir celle de plus. Il manquait ça, mais il ne faut pas que ça paraisse. C'est écœurant. Les joueurs, ils pratiquent leur célébration, leur sioux et tout ça. Les arbitres sont devant leur miroir puis ils font des... moi, je parle pour moi. Je parle pas pour les gens. Non, mais justement, c'est parce que les arbitres, même si, c'est pas tout le monde qui s'appelle Pierluigi Collina, vous avez quand même une personnalité unique. Vous êtes unique, évidemment. Vous n'avez pas juste des robots, comme on l'avait dit au début, mais vous avez quand même une personnalité qui est unique, qui fait que, parce que déjà, on vous laisse vous exprimer déjà, à l'intérieur des règles. Tu peux pas faire un backflip et donner un carton jaune, là. Je pense pas que ça se fait. Mais c'est quoi ça? Je paierais pour ce produit-là. Je pense que ça va être le dernier match de cet arbitre-là. Mais ça va être spectaculaire. Les codes d'écoute, là, mais est-ce que vous avez le droit de vous exprimer à travers votre personnalité en restant dans un cadre professionnel, évidemment, où vous avez un loose par rapport à comment vos gestes, comme tu as dit, tu as tes propres gestes ou ta propre mécanique. On vous a pas nécessairement emprisonné totalement. Non, mais plus qu'on vieillit, plus qu'on se rend haut dans la pyramide, plus qu'on a d'expérience, on a plus de latitude de ce côté-là. Okay. Disons que c'est comme n'importe quand on commence, au début, ils veulent un cadre, puis le cadre est assez rigide, à mon avis. C'est assez rigide, mais avec raison. Mais plus que tu y es tranquillement, ils te laissent un petit peu plus. Et
chaque arbitre a au moins une, deux petites choses qu'ils font que c'est pas. Comment je pourrais dire? OK. C'est pas ce que les dirigeants préfèrent, mais ça fonctionne pour lui. Donc, encore là, tu as le bénéfice de ouais, mais ça a fonctionné. Donc, si ça a fonctionné. Mais trompe-toi pas, parce que tout de suite, ils vont te dire arrête de faire ça. Exactement, mais si ça ne fonctionne pas, ils vont faire on te l'avait dit de ne pas le faire. On te l'avait dit, puis regarde ce que ça a donné. Et tu passes l'année à faire des matchs semi-pro, puis et tu te demandes pourquoi, et ne jamais être upgradé. C'est des matchs difficiles à faire, honnêtement. Ben oui. Vraiment. Puis souvent, les gens pensent que descendre de catégorie, si je peux me permettre, ça va être simple, mais c'est pas simple parce que l'attitude et les réactions sont différentes. On dirait que tu viens habitué d'un certain type de réaction, puis en descendant, tu vas peut-être laisser jouer un petit peu plus, puis là, ça va réagir plus fortement. Donc, on va souvent avoir des arbitres de plus haut niveau de descendre des fois catégorie, puis ça peut être plus corsé que monté par occasion. On a parlé tantôt de communication avec les joueurs, avec l'entraîneur, tout ça. Moi et Sofiane, on est très, très, très pro-micro. Micro pour les arbitres. Moi, perso, je serais même pas, peut-être pas à chaque fois, mais des entrevues avec l'arbitre, tout de suite après le match, quand on sent le besoin. Ça, c'est ma perception de fan. Quelqu'un qui regarde le match, qui dit « Ah merde, j'aimerais ça savoir ce que l'arbitre a dit ou comment il a géré, pourquoi tel call a été pris. » Parce que comme tu as dit, il y a plein de facteurs qui font en sorte que oui, ça aurait pu être un rouge, mais j'ai donné un jaune parce qu'il y a ces éléments-là pris en jeu. Toi, comme arbitre, est-ce que c'est trop évident pour nous puis qu'on ne voit pas le côté négatif d'apporter un micro ou avoir une conférence de presse après? Parce qu'il y a des fois où l'arbitre, il sait qu'il s'est trompé, puis ça serait un peu délicat d'en parler comme ça publiquement. C'est quoi ta perception ou peut-être même ta vision à moyen ou long terme de cet élément-là dans le jeu pour les arbitres? Je savais que la question viendrait, honnêtement. Puis, on peut arrêter là. J'essaie de me trouver une réponse. J'ai pas de réponse parfaite. Comment? Parce que toi, tu as une perspective différente. Il y a deux choses aussi. Il y a deux choses. Il y a pendant le match. Le live, micro pendant le match, je pense qu'on perdrait un côté naturel. On perdrait un côté naturel de tous les acteurs du jeu. Ouais. Alors ça, je me demande à quel point c'est bon. C'est mon opinion. On est déjà enregistré tout le match. Parce que le VAR en haut, c'est enregistré, ça va quelque part, mais tout ça est enregistré. Mais je pense qu'en sachant que les médias ont déjà accès, je ne sais pas à quel point ça serait quoi le résultat sur le terrain pour le produit. Ouais. Ça, c'est mon opinion. Après le match, parler, je ne dis pas non, je ne dis pas oui, mais ce que je dis, c'est qu'il faudrait que les arbitres soient, on reçoive l'enseignement, qu'on soit vraiment là, équipés pour être devant le micro et savoir quoi dire. Pareil comme les joueurs. Lorsqu'on voit des joueurs, c'est souvent des phrases qui sont un petit peu préformatées. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en même temps, si on représente une organisation, c'est plus gros que juste l'arbitre. C'est toute l'institution. Parce qu'on va dire tous les arbitres à Mel sont nuls parce qu'il a mal répondu à la question. Puis, alors que Nilton et moi, on pose la question venant d'un endroit d'apprendre et d'éducation. Pas seulement dire ah, il est nul, tu vois, je savais qu'il était nul, il avait dit qu'il a fait une erreur. Et on sait que 95%, même plus, des réactions vont dire bah oui, il a fait une erreur et en plus, il a confessé, on devrait le virer. La nature humaine est un peu comme ça, malheureusement, là, en termes de réaction juste après un match. Mais parce que moi, ça me ramène. Parce que, vas-y. Juste parce que tu dis quelque chose qui est intéressant, puis ça m'éclaire sur une réponse. On prend n'importe quel clip. Les clips conflictuels, un petit peu, là, que ça peut aller d'un bord de côté, on met ça dans une salle d'arbitre, puis on est 30, puis là, on parle. Et là, ça part de toutes les directions. Et ça nous prend, on part sur des clips, des 30-40 minutes à parler d'une décision, une seule décision. Parce qu'on sait que là, il y a certaines considérations qui vont nous aider pour éventuellement d'autres séquences qui vont être différentes, mais qui vont avoir des liens à faire avec. Où je vais en venir, c'est après un match. Imaginez, on est 30 à parler pendant 40 minutes d'une seule décision. Après un match, on a un micro pour dire donc, pourquoi tu as pris cette décision-là? Puis là, le message deviendrait public à ce moment-là. Ouais. Est-ce que ça deviendrait la nouvelle réalité pour la prochaine action similaire la semaine suivante? Ouais. Donc, il y a ce côté-là aussi que je me dis,
À quel Parce, point tu peux le faire? parce que le parallèle Est-ce qui fait... Vas-y, Newton, vas-y. mais est-ce qu'une première étape qui pourrait être considérée, puis c'est celle qu'on parle souvent, Sofiane et moi, c'est le fameux VAR. Tu sais, il y a un but qui est accordé, bang, la décision est renversée. Le public au stade, tu sais, je veux dire, le pauvre public est juste là, il a juste vu un arbitre regarder la vidéo, puis finalement pointer hors-jeu ou pointer. Tu sais, il n'y a aucune information au public. Est-ce qu'il y aurait avantage d'avoir au moins un minimum d'explications? Live à ce moment-là, je pense que tranquillement, ça va s'en aller vers là. C'est une opinion. Est-ce que j'ai des sources? Aucunement. Non. Mais je sais que ça a déjà été testé il y a quelques années parce que j'en faisais partie d'un tournoi à Génération Adidas là, à Dallas, justement. Ouais. Fait que les 3 personnes dans le stade, ils savaient. Non, mais on avait un micro. Puis là, ils voulaient qu'on pratique à annoncer notre décision. À la NFL un peu, comme à la NFL. Ouais, exactement. Mais ça, pour vrai, OK, deux choses. Après ça, je vais répondre également à la question. Reviens-moi avec le côté VAR et le côté Ouais. décision. Mais OK, un arbitre, on a le micro, on a sur notre épaule déjà l'appareil pour avoir le micro. Tu as la clips derrière pour le spray. Ton sifflet, tes cartons, tes crayons. Moi, personnellement, la dernière affaire que je veux, c'est quoi de plus? Alors, souvent, là, je ne l'ai plus à cause que c'est les montes à pôle. On avait le GPS dans le dos aussi. Ah ouais, c'est vrai. Donc, honnêtement, là. T'en veux plus, là. Tu vas en enlever 2-3, j'aimerais mieux ça. C'est drôle, ça. Donc, ce côté-là. Mais, et le côté VAR, pour répondre à cette question-là, sur le site internet de proreferee.com, à chaque semaine, ils reviennent et c'est open. Ouais. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est ma partie préférée, on adore. Ouais. Mais on se demandait, Diam, pour le stade, c'est compliqué, mais peut-être si Amala Season Pass à Apple TV voudrait le faire, il pourrait le mettre pour essayer de mettre une certaine communication du VAR. Tu sais, comme un anan. Pour l'apprendre aussi et pour pouvoir. Je pense que ça en vient honnêtement. Je pense c'est un feeling que j'ai. Il y a tellement une pression qui est forte du consommateur. Tu sais, ça fonctionne comme ça pareil. Là. Je veux dire, moi, là-dessus, c'est mon opinion. Oui. C'est pas une opinion d'arbitre, c'est une opinion de quand je regarde ce qui s'en vient, je pense c'est de quoi qui va arriver. Non, ça a l'air assez logique parce que moi, souvent, je joue beaucoup au foot, au soccer, mais faire ma retraite de crap athlete, de athlète pas si bon que ça, j'avais un peu testé le rugby. Et puis j'ai regardé beaucoup de rugby à la télé pour apprendre comment jouer ce sport. Et tu joues au rugby aussi, Sofiane, à l'université. Qui, toi? Ah ouais, j'ai joué. T'étais un numéro 9. Toi, on dirait un numéro 8 ou un 9 ou un 10. Non, moi, j'étais le dernier dans le fond à droite. 15-14, ouais, 15-14. Ballon à je courais. On te le donne, puis tu fais le 100 mètres. Ouais, c'est ça. Il pratiquait déjà ses sprints pour sa carrière. Allez droite tout le temps. Beau Bennett. Pas trop proche de la ligne et tu lâches la passe, là, c'est vrai. Moi, j'étais 4. J'étais un deuxième ligne. Évidemment. Et puis, j'ai remarqué que ce soit l'arbitre rugby professionnel comme toi ou l'arbitre rugby amateur, il y avait une culture de la relation avec le joueur qui était pour moi une révélation. Je dis, waouh! Je me dis, la relation entre l'arbitre et le joueur au foot doit être comme ça. Tu sais, genre dans le sens, et je dis pas que tu le fais pas, Pierre-Luc. Je pense que quand je regardais tes matchs, j'avais pas l'impression que tu étais méchant. Oui, tu avais dit que tu as un côté strict, mais tu n'avais pas l'impression que tu n'étais pas un directeur d'école. Genre, ne me parle pas, laisse-moi tranquille. Mais le rugby, en termes de relation, parce que ça vient de la culture du sport aussi. Hein. La culture du rugby est très différente du foot. Le rugby, il a une autorité de l'arbitre, mais un respect aussi. Et l'arbitre est beaucoup plus éducateur, il y a beaucoup plus d'arrêts de jeu, il se parle. Hors jeu, attention, recule, fais pas ça, rock, enlève ta main. Alors que vous le faites dans le foot, je le vois, t'entends genre lâche-le, ne touche pas son maillot. Tu sais, quand il y avait je pense qu'il y avait le documentaire l'Euro 2008, la Referees avec Howard Webb. Je pense qu'il montrait, ça c'est il y a 15 ans déjà, où il parlait souvent aux joueurs, enlève ça, ne fais pas ça. Après il siffle, non, je t'ai prévenu, ça fait 2 fois. Donc il y a une communication, mais le rugby, je trouve que ils sont à des années-lumière de cette relation que je recherche moi. Je ne dis pas par rapport au sport, mais la relation entre l'arbitre et les joueurs. Parce que moi, à la base, je le dis souvent dans différents podcasts et quand je faisais de la radio, au foot, si on prend le foot en entier, de la planète, la relation entre l'arbitre et les joueurs, je la trouve très toxique à mon avis. Là. Je sais pas que tu n'es pas obligé de répondre à cette question directement, Pierre-Luc, mais je la trouve pas très bonne. À travers, si on prend la moyenne du monde des divisions 1, des top 7 ligues, elle n'est pas très bonne, honnêtement. Là. La comparaison vient de l'extrême également. La comparaison vient du rugby que clairement, la relation est juste plus qu'excellente.
Ouais. le respect inconditionnel à l'autorité qui est l'arbitre dans ce Ouais. match-là. Donc, la comparaison vient quand même de. Parce que si on compare vrai. également à d'autres sports, là, je ne suis pas en train de. Non, non, Je non. ne veux pas dire que la relation est bonne ou est mauvaise. Vous comprendrez ma position est Non, un non. peu, Non, un non. petit peu délicate là-dessus. Mais si on regarde l'autre sport au Québec qui est très populaire, qui est le hockey, Ouais. on C'est pas s'entend ouais. que j'ai pas l'impression que l'arbitre Ouais. il y en a le En plus de fait, même t'as au raison. baseball, le baseball, tu juges d'une Ouais. prise. Ouais. Baseball, by the way, à mon avis, il y a juste beaucoup trop de temps, donc ça fait en sorte qu'il y a trop de temps de dire des choses. Hein, ça, c'est autre chose. Ah ouais. Puis en plus, t'as le plaisir d'expulser un joueur, ça fait du spectacle. Mais moi, ce qui me rend fou, par contre, c'est au moins au soccer, s'il y a de quoi, à un moment donné, je peux me trouver une raison de courir à quelque part. Tu vois, je m'en vais. Au baseball, l'arbitre qui est derrière, il reste là. Fait que lui, il fait la plaie ne bougera pas, t'es obligé de rester là. Tu sais quoi, Pierre-Luc, tu m'as éliminé un peu parce que moi, ça fait beaucoup que je parle de ça dans ma tête, hein, le rugby et le foot, le soccer, mais j'avoue que oui, je suis très biaisé parce que je regarde l'extrême, le rugby qui est même l'exception, je pense. En termes de sport de contact et de sport d'équipe, c'est une exception qui est tellement exceptionnelle que genre comparer le foot avec ça, c'est un peu injuste. Je suis d'accord avec toi. Et je comprends pourquoi tu n'as pas d'opinion officielle parce qu'honnêtement, c'est trop hétérogène le foot. C'est très changer une culture, ça prend des années. Ça prend. Changer une culture, je veux dire, ça ne sera pas demain matin. Je pense qu'on est dans un mouvement de changement de culture en ce moment. Honnêtement, je le pense vraiment. Surtout parce que maintenant, il y a des micros partout. Donc, c'est des choses qui sont dites, ça va être pris à quelque part et il y a des conséquences par rapport à ça. Et ça, on a plein d'exemples, tout le monde. Donc, de ce côté-là, donc je pense qu'il y a quand même il y a un changement de culture qui est là. Mais pour de vrai, là, moi, sur les terrains, tu sais, la part des joueurs, non, la plupart sont super respectueux. Il y a de l'émotion, ils n'ont pas à être d'accord. Mais là, je donne un exemple banal. Tu donnes une décision de coup franc où tu l'as joué, le joueur vient de voir, il y a un blessé, je prends le temps, je garde. Moi, je t'ai placé là, ce que j'ai vu, c'est ça. Puis il m'explique ce que lui, il a vu. J'ai fait, écoute, j'avais vu ce que toi, tu dis, tu as raison. Ouais. OK, mais c'est pas ça que j'ai vu. Fait que souvent, tu sais, c'est juste deux l'expérience. C'est l'expérience de traiter ça. C'est fou comment que... Puis ils sont réceptifs quand tu leur parles. Puis est-ce que certains, peut-être, je veux rien savoir de ta décision, mais tu as l'impression qu'ils apprennent, ils disent, OK, je vais appliquer ce que tu m'as dit, puis et toi, tu vas le récompenser. Comprendre ce que toi, tu as vu à ce moment-là. Parce qu'au bout de la ligne, c'est ça pareil. Si tu prends une décision sur ce que tu as vu à ce moment-là, donc, je veux dire, pareil comme quatrième officiel. Le quatrième officiel, c'est plus compliqué qu'on peut penser. Ça, le quatrième officiel, il faut que tu m'expliques ça. Là. Moi, j'ai jamais compris à quoi il servait. Au début des années 90, c'était, à mes yeux, le plan B. S'il y en a un qui se blesse, il y a le quatrième, il va le prendre la place. Après, j'ai vu le quatrième officiel comme j'ai dit au début, le souffre-douleur. Tu sais, c'est le coach, il est proche du quatrième, l'autre, il s'est poussé. Il ne veut plus entendre parler. Fait que là, le quatrième arbitre est là, puis il écoute, il est patient, puis à la fin, il pousse. Je veux dire, c'est quoi son rôle exactement? Est-ce qu'il peut changer une décision en disant, moi, j'ai vu quelque chose que tu n'as pas vu à la Zidane, là, justement? Là, oui, c'est un bon exemple. Est-ce qu'il y a vraiment une autorité sur le jeu? Ben, probablement, quatrième officiel, c'est de tout gérer, de gérer ce qui se passe à l'extérieur du terrain, que les arbitres assistants puissent se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Donc, ça, c'est, mettons, grosso modo, c'est ça. Donc, tu as beaucoup de management à faire. Oui. Bon. Et avec le micro maintenant, alors, tu as deux yeux, tu as ta paire de yeux, tu regardes le match. Souvent, on va essayer de regarder, exemple, un jeu qui va se développer dans une aile. Puis on sait que c'est un cross qui s'en vient. L'arbitre doit garder ses yeux au niveau du potentiel duel. Donc, souvent, le quatrième officiel va essayer de regarder un petit peu plus devant le but à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, quand vous voyez des fois une décision qui est à l'extérieur du champ de vision de l'arbitre, pouvez-vous douter que peut-être le quatrième officiel a eu son mot à dire. Donc, il communique avec l'arbitre pour dire attention, il y a une main, peut-être une main ou il y a une faute sur la surface. On parle, par contre, on ne peut pas dire. Non, on peut dire ce qu'on veut, mais on va être très. Il faut être sûr de notre affaire. Parce que tu as un impact. Quand c'est une question de feeling, on ne va pas tant parler non plus parce qu'on veut laisser. Si on est sur le terrain, tu es à l'extérieur, tu n'as pas le même feeling quand tu es sur le terrain, tu es à l'extérieur. C'est juste un peu différent. Mais si, exemple, j'ai vu un geste clair qui mérite d'être sifflé, tu dis tout simplement faute numéro 3, going in, going out, juste pour on y va avec des petits mots pour que ça soit très précis.
systèmes de communication, des fois, sont super bons, mais on veut s'assurer qu'on se comprenne. Donc, on a notre langage, si on veut, là, très. Donc, le arbitre ne veut pas déranger pour les choses futiles l'arbitre principal. Tu veux lui donner la bonne information au bon moment. Puis si tu n'as rien à dire de bon, dis rien. Puis, parce qu'imaginez un arbitre sur le terrain, on parle d'une balle dans le tiers offensif qui circule près de la surface de réparation. Si c'est à l'intérieur, la même faute donne un penalty. Si c'est à l'extérieur, donne un coup franc très dangereux. Donc, on veut qu'en tant qu'arbitre, tu vas être concentré sur ce qui se passe à ce moment-là. Comme le moment, l'impact sur le jeu de ces décisions-là sont vraiment importants. Ouais. Donc, c'est pas le temps de parler. Tu laisses les choses aller. Mais quand la balle elle va faire une transition vers le milieu de terrain, de l'autre côté, c'est le temps des fois de parler des choses qui sont plus futiles, un petit peu comme hey, température du match, enlever un petit peu, peut-être essayer de calmer ça. Donc là, tu vas donner un petit peu plus ton feeling par rapport au match. Mais quand on est dans un tiers offensif, c'est pas le temps. Là. Il y a une deuxième conscience, c'est le petit ange, là. Si on décide. C'est ça. Mais Pierre-Luc, au fond, vraiment ta carrière professionnelle, tu n'as jamais arbitré professionnel sans VAR, je pense. La CPL, j'étais. Oui, la CPL. La première année de la CPL, les 2 premières années, j'étais vraiment à temps plein. C'est sûr, la deuxième année, il y avait la bulle. Donc, à vrai dire, j'aurais aimé. Je suis à l'aise de parler de ça d'une de mes plus grosses erreurs, à vrai dire. Fait que ça va montrer mon petit côté humain. J'aurais aimé avoir la VAR. La première finale CPL, j'étais l'arbitre. Donc, c'était Forge contre Cavalry à Hamilton. Il y a eu 2 cartons rouges dans ce match-là. Le premier carton rouge, je veux dire, c'était clair, c'était une main et dans la surface de réparation, donc main, pénaux, carton rouge. Pourquoi carton rouge et non carton jaune? Tant d'éduquer, c'est que le dorsaux qu'on appelle, donc annuler une occasion de chance de but d'être marqué, si tu challenges pour le ballon, à ce moment-là, le rouge devient jaune, le jaune devient pas de carton. Mais s'il n'y a pas de challenge au ballon, exemple, faire une main, je ne suis pas en train de challenger un adversaire, je fais la faute sur le ballon, il n'y a plus d'adversaire derrière, donc c'était un tir au but, alors ça reste un carton rouge à ce moment-là. Donc, pousser, tirer, tu n'as pas de challenge au ballon. Donc, ça resterait rouge à ce moment-là. Donc, ce carton-là était bon, mais j'ai un deuxième carton rouge que tu as 2 joueurs ensemble, ils se ramassent par terre, je vois un kick-out, je vois un pied là, qui se ramasse, puis l'autre, il tient la face, 2, 3, il se met au sol, roule. Puis j'ai vu le kick-out. Fait que là, tu fais les indices. OK, je vois le kick-out, l'autre se tient la face, mon 4e officiel, qu'est-ce que tu as vu? Pareil comme moi, parfait, boum, rouge. Puis sur le coup, c'est la bonne décision. Et ça, je vais toujours rappeler, il y a une caméra d'en haut qu'on voit les réactions de tout le monde. Et il monte à l'écran géant, une première angle de vue, il n'y a pas de réaction. Deuxième angle de vue, il n'y a pas de réaction. Troisième angle de vue, ça explose. Ça explose. Puis clairement, je me rends compte, ah non. Le sale. Il est trop tard. Avoir eu un VAR cette journée-là, tu vas à l'écran, tu regardes, puis tu fais ah ouais, je me suis trompé. Retire le carton rouge, carton jaune si c'est le cas, on repart le jeu. Donc, le VAR, il est très utile pour ce genre de situation-là. J'aurais aimé l'avoir. Donc, j'ai appris. Et les championnats canadiens, d'ailleurs, l'année passée, j'ai été sur la finale. Il n'y a pas de VAR. Non, c'est vrai. Excuse-moi, je suis encore en mode MLS. Je suis désolé, Pierre-Luc. Non, c'est bon. Mais, puis la plupart des compétitions, pas la plupart maintenant, mais quelques compétitions CONCACAF, là, chez les plus jeunes, il y en a pas, mais ça commence pas mal partout, par contre. Ouais. Nilton Quiz, quel joueur du Calgary FC a reçu le carton rouge de M. Lauzière? Oh, wow. Il le sait, Pierre-Luc le sait, mais Nilton, tu sais, Cavalry, c'est facile. Cavalry. Ça fait une bonne mémoire. En 2019? 19, oui. Non, c'est pas notre ami. Si c'était dans la surface de réparation, c'est un joueur défensif. Mais il était déjà. Moi, les dates, je suis pourri. Waterman n'était pas rendu? Oui, c'était Joel Waterman. C'était Joel! C'était la triple peine. Fait que Joel a fini sa carrière sur un rouge en CPL. Il a fini sa carrière sur un rouge. Je vais pas faire le match. C'est pas si mauvais que ça comme défenseur, finir sur un rouge sa carrière. Est-ce que Joel t'a reconnu? Est-ce que Joel t'a reconnu depuis? Ah oui, clairement. C'est une question idiote! Je m'attire! Non, c'est pour le clip, je fais un clip sur ça. Là. Ah, j'ai ri! Excuse-moi, j'ai des questions bêtes. Oh mon Dieu! C'était bon, ça. C'est ça. Ben, au moins, tu sais, je veux dire, donner un exemple, ce clip-là en question de cette main-là a été reproduit dans l'enseignement par après, parce qu'au moins, ça, c'est le fun quand c'est la bonne décision. Tu sais,
Quand tu as un clip qui est reproduit pour l'enseignement parce que c'est trompé, c'est pas super Ouais. grave parce qu'on en parle souvent, puis trop longtemps. Mais au moins, quand tu as raison, tu te dis, bon, au moins, c'est positif. On est Quand très c'est une content erreur, ils te blurrent la face, tu sais. Ils disent pas c'est qui. Alors, on c'est est- ça tue. on est très content de faire ta thérapie gratuite là. On est là pour ça. Couscous Piri, Pierre-Luc. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu as pris une décision qui, avec le VAR, aurait été corrigée, mais tu n'as pas été puni pour ta carrière, n'a pas été puni par rapport à ça. Tu sais, genre, on comprend, on a Non, c'est compris que tu as pris ces décisions dans ces conditions-là. Tu n'as pas second yeux, il n'y a pas un drone qui regarde le match en même temps que toi. Donc, au moins, on voit qu'il n'y a pas une punition automatique par rapport à ça. Tu as évolué. Ça aurait pu tuer ta carrière, peut-être. Pour le deuxième carton rouge, pas celui qu'on parlait là, dans le sens de réparation, pour l'autre carton rouge, non, clairement, mais en même temps, tantôt je parlais de le pire, l'éventuel le plus dur pour moi, c'est moi-même. Mais ça fait mal. Une décision comme celle-là, tu veux pas d'impact sur le match. Tu veux pas d'impact avec une erreur. C'est ça que j'aimerais dire. Tu veux pas te tromper puis ça a un impact sur le match. J'ai été chanceux parce qu'au bout de la ligne, ce match-là a fini. Ça n'a pas eu d'impact sur ce match-là. Et éventuellement, l'équipe, ce joueur-là, la CSA, a enlevé la suspension. Il a pu jouer le match suivant et ils ont gagné la finale au bout de la ligne. Donc, personne au bout de la ligne. Tu connais ce joueur, Nilton, aussi. Il y a un nom un peu portugais, mais je ne veux pas le dire. Tu connais aussi. Ah non, mais l'autre carton rouge, j'ai pas aucune gêne à dire, c'est Borges à Hamilton là, que j'avais donné le carton Lui qui est rouge. presque venu à Montréal. Mais Nilton, j'ai jamais faire des quiz parce que lui, la CPL, il ne respecte pas encore. Là. Non, je blague, il respecte beaucoup la C'est CPL. Vrai, je regarde beaucoup de CPA, beaucoup plus que toi. Je suis d'accord. Excuse-moi, Pierre-Luc, c'était en des chicanes entre nous. Là, ouais, t'es pris entre nous deux. Moi, dans mon écran, je suis entre vous deux. Fait que je suis exprès dans mon rôle. Il faudrait se parler chacun de notre tour. Même si on n'a pas l'air d'être organisé, tout est planifié ici. Là. Il n'y a rien qui est. J'attends juste d'avoir 10 millions pour m'acheter un club CPA là, au Québec. C'est juste ça. On passe au petit quiz pour finir l'émission. Parfait. Tu veux lequel Surcoté, sous-côté? C'est toi ton meilleur. C'est toi le producteur. On y va. On y va. Pierre-Luc reste avec nous. On va finir sur ça, sur 2 petites chroniques. On va rire un petit peu. Plus que maintenant, imagine, on va encore rire encore plus. Vas-y, Nilton, surcoté ce côté avec notre premier surcoté ce côté avec une personne, un invité. Ça va être Pierre. Vas-y, Nilton. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Un capitaine qui parle, mais qui parle tout le temps à l'arbitre. Tout le temps. Tout le temps. Ah, mais j'essaie de m'imaginer, avec toute honnêteté, ça va être difficile de tout le temps parler dans le sens qu'on est tout en train de bouger le terrain, on n'est pas à la même place. Je ne sais pas quoi répondre parce que j'ai la misère à imaginer le scénario d'un capitaine qui parle trop. Tu sais, j'en ai pas qui me viennent en tête. J'en ai vraiment pas qui me viennent en tête. Donc, surcoté, sous-côté, le brassard de capitaine donne accès à l'arbitre plus facilement. Oui. Ben, surcoté, c'est où sous-côté? C'est underrated, overrated. Surcoté. Parce que tout le monde a accès à l'arbitre. Okay. Et la nuance que je vais faire, c'est que moi, quand j'essaie de faire passer un message à un joueur et que le message ne passe pas, je vais aller voir le capitaine, je dis hey, j'ai besoin de ton aide. Tel joueur a déjà sur un carton jaune, la manière qu'il agit en ce moment, il se magasine un 2e carton jaune. J'ai besoin de ton aide. Donc, le capitaine va faire souvent ce pont-là avec son joueur parce que c'est souvent un joueur d'expérience qui a un impact dans son club aussi. Donc, on va travailler de ce côté un peu plus avec lui. Et bien entendu, quand il y a une situation vraiment conflictuelle, que là, il y a plein de joueurs qui viennent près de toi, souvent, ça va être je vais te parler, mais faut faire les autres, il faut qu'on s'asse un peu, on va se parler juste nous deux ensemble. Puis lui va faire le pont par la suite. Donc, surcoté, parce que des fois, chez les plus jeunes, on pense hey, j'ai pas ça capitaine, je peux dire ce que je veux. Non. C'est pas le cas. Non, ça c'est vrai. Ça démontre qu'il ne faut pas donner ce brassard-là comme une forme de cadeau non plus, parce que si, dans le fond, il y a cette responsabilité-là de faire lui-même un peu le management de l'émotion du groupe, on ne peut pas dire on va lui donner à lui, il a été fin cette semaine. Ben, ça peut être un outil. C'est ça qui arrive, parce que le capitaine peut être un très bon outil pour le déroulement du match et de son équipe aussi. Parce que oui, ça je vous garantis, on utilise le leadership du capitaine dans certains matchs lorsque l'occasion en a besoin.
Je suis encore biaisé par le rugby où j'ai découvert que le capitaine est vraiment le porte-parole de l'équipe et que si ça passe par lui, si l'arbitre parle au capitaine, il assume que l'autre équipe, que le reste de l'équipe, c'est ce qu'il a voulu, apporter comme information. Un dernier, surcoté pour moi, une petite surprise que je viens d'inventer. Je l'ai préparé avant, mais juste je l'ai mis sous cette forme-là. Le statut star d'un joueur, surcoté, sous-côté, le statut star d'un joueur a un impact sur un carton jaune ou pas? La réponse, je connais la réponse, là, c'est la réponse c'est non, mais méga surcoté. Je veux dire, c'est l'action, les considérations qui vont faire en sorte que va y avoir une décision qui est mise. La seule différence qu'il y a, c'est que le même carton sur une superstar versus un joueur, autre joueur, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de caméras qui vont regarder cette action-là. Il va y avoir beaucoup plus de visibilité, c'est exactement, de monde qui vont en parler. Donc, il va y avoir peut-être plus un impact au niveau sensationnaliste, mais sur le moment présent, non. Newton, j'ai un troisième, parce que c'est une question que je n'ai pas posée avant. Excuse-moi. Surcoté, sous-côté, parler espagnol en MLS en tant qu'arbitre? Oh, wow, c'est bon. C'est une super bonne question, parce que depuis cette année, à chaque camp, on a un petit cours d'espagnol. On a un petit cours. Donc, tu sais commander une bière, tu sais te dire, tu sais demander où sont les toilettes, c'est ça? C'est ça. El baño, por favor. Non, mais tu sais, les termes de Wanyama, quieto, donde está la pelota? La pelota est aquí. Ça, c'est trop pour moi. Moi, ça va être plus, cuidado, atrás, por favor. Ah, c'est bon. On va y aller plus comme ça, un petit peu. Mais oui, c'est un plus de parler différentes langues. Mais également, c'est une marque de respect. C'est respectueux, c'est le fun. C'est agréable de pouvoir échanger aussi. Là. Donc, on fait un suivi l'année prochaine sur ton espagnol, on te fait un quiz en espagnol. Pierre-Luc, il adapte un petit accent français pour les joueurs français. Là. Ils vont dire du coup recul. C'est toujours heureux de parler en français qu'un joueur qui parle français. Puis il y en a pratiquement dans toutes les équipes, honnêtement. Dans toutes les équipes, il y a au moins un joueur qui parle français. La menace, c'est comme le plateau à Montréal. Il y a beaucoup de Français. Non, mais là, tu as différentes cultures francophones. Tu as beaucoup de francophones, oui, qui viennent partout. Asie, Afrique, Europe, etc. T'en as-tu d'autres, sur côté, sous-côté? C'est fini? Non, ah ouais, comme dirait Pierre-Luc à Samuel Piette. Ah ouais, joue! Mais c'est agréable de pouvoir parler aussi. Puis plusieurs joueurs, j'ai plein d'exemples dans ma tête qui viennent en plus, mais tu sais qu'ils ne s'attendent pas à avoir un arbitre qui parle français, là, sont rares dans la ligue, donc des fois, ils restent surpris un petit peu, puis c'est agréable pour nous aussi, je pense. Ça fait sourire. Et toi, tu regardes si par exemple, tu ne connais pas le joueur, mais tu vois le pays d'origine, genre tu étais ça, Cameroun? Il y a des Camerounais francophones? Dans la préparation de match, je regarde toujours, on regarde beaucoup de choses, mais ça, c'est une des choses que je regarde parce que oui, des fois, ça peut être un allié aussi. Tu sais, tu as des choses qui peuvent être plus dures à faire passer comme message que tu vas te servir de cette personne-là pour te dire, regarde, tu peux-tu y aller, là, tu peux-tu essayer de m'aider là-dessus, puis c'est pour votre bien, c'est pas pour mon bien à moi. Là. Muy bien. Over-under, muy bien. On y va parler de la chronique. Bon, un over-under, un truc, un élément qui me fascine. J'ai peut-être des problèmes dans la tête, mais moi, j'essaie toujours de deviner le temps additionnel. Oui. Donc, je vais te faire un scénario. C'est sûr qu'il y a plein d'éléments qui expliquent combien de minutes qu'on donne, mais je vais essayer un scénario, puis tu me diras si c'est un over-under, un chiffre donné. Donc, c'est un match. Les deux équipes n'ont pas d'intérêt à perdre du temps. Ils veulent une victoire. C'est 0-0. Il y a eu de chaque côté, il y a eu 2 changements. Donc, 4 périodes de changement. On donne combien de temps additionnel là-dessus? Un over 2,5? Under 2,5? Ça ressemble à quoi comme temps additionnel? Under. Donc, un changement, en gros, c'est 30 secondes qu'on ajoute par moment de changement. Ouais. Par contre, maintenant, on a un outil agréable qui s'appelle le VAR. Et le VAR, on demande à l'assistant VAR, donc le VAR, de prendre en note les temps. Donc, quand ça dépasse 30 secondes, il prend en note maintenant. Ça, c'est moi qui ne le savais pas? Ou, moi, je ne savais pas, moi. La Coupe du Monde a changé beaucoup. Ouais, ils ont donné une troisième mi-temps, là, quasiment. Là. Non, exactement. Sauf que les troisièmes mi-temps étaient donnés, mais plus qu'à compétition avancée, on revenait à des 3 minutes. Ouais, parce que les équipes se sont adaptées par rapport à ça. Ouais. Donc, en ce moment, nous, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, pas un petit peu, c'est
ça l'a créé quelque chose. Donc maintenant, il y a des attentes par rapport au temps ajouté. Alors, on est beaucoup plus précis dans le temps ajouté et changement, grosso modo, 30 secondes. Une célébration d'un but, ça devrait prendre pas plus qu'une minute. Ça dépasse une minute, on va commencer à ajouter du temps également par rapport au but. Ouais. Les blessés, on le calcule à la seconde. Donc, quand il y a un trainer, le médical vient sur le terrain, on le calcule à la seconde combien de temps qu'on ajoute. Et ça, c'est ta responsabilité ou ça va être celui du AVAR? On utilise le AVAR dessus, mais dès que le jeu reprend, on se le verbalise tout de suite pour être certain qu'on est tous sur la même page. Puis à la fin du match, on discute ensemble combien de temps. Donc, ça va jouer de plus ou moins une minute selon le déroulement du match. C'est un match qui est 4-0, peut-être à une petite minute en bas, mais en même temps, il faut faire attention parce que chaque but compte lorsqu'on regarde la fin de la saison. Tu sais, des fois, un +1 peut faire en sorte qu'à égalité, c'est lui qui passe. Donc, on ne peut pas jouer avec le temps. Vraiment, on est assez... Si c'est un match qui ne veut plus rien dire, là, je veux dire, le match, il est 4-0, il y a eu du temps additionnel. On aurait pu rajouter un 4 minutes de temps additionnel, mais tu vois que l'équipe, tout le monde veut rentrer chez eux. Chez vous, des fois, pour dire finalement, on coupe ça à 2? Dans une ligue, la réponse, c'est on ne triche pas. Parce que le but +1, le but -1 peut avoir un impact au bout de l'année. Dans une compétition, le 4-0, clairement, on triche. Okay. Vous n'avez pas triché et c'est attendu. Oui, bien, on se comprend. Un 4-0, que l'équipe est éliminée, elle retourne à la maison, puis l'autre équipe, elle fait juste passer à la prochaine ronde. Tu peux voir une minute d'ajouter. Ouais, si tu veux éviter des blessures, des bagarres, de la frustration. Exactement. Mais dans une ligue, c'est à cause de l'impact à long terme. Ouais, par rapport au but. Est-ce que ça marche vraiment quand le joueur il marche doucement pour se faire remplacer, puis tu l'accompagnes? Est-ce que ça marche vraiment? La main sur le dos, tu lui parles, il te fait si, c'est senior, si, c'est non problème. Moi, j'ai une question pour toi, Sofiane. Est-ce que tu penses que le joueur qui vient te donner la main lorsqu'il change puis qu'il met penses-tu vraiment qu'il voulait te donner la main parce que vraiment il est content de ton travail? Ça dépend ce que tu as dit. Ça dépend ce que tu as dit en espagnol. Tu sais, peut-être qu'il a vraiment apprécié la conversation. Moi bien. Donc, il faut une nouvelle règle, genre 30 secondes s'il vient me serrer la main puis il ne court pas pour aller se faire remplacer. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a une... OK, mais là, il y a quoi vraiment intéressant que je peux vous dire, par contre, en USL Pro, pas USL, en MLS Pro, donc la ligue... en dessous, tout simplement, là, ils testent des règlements. Puis un des règlements qui fonctionne super bien, c'est que lorsqu'il y a un changement, le joueur a 10 secondes pour quitter de n'importe quelle ligne. Et s'il ne quitte pas dans les 10 secondes, l'équipe joue pendant, là, c'est le bout là, que je ne suis pas sûr, mais exemple, 3 minutes avec un joueur de moins. Et le règlement fonctionne à la lettre. Mes amis et nos collègues qui arbitrent dans cette ligue-là nous disent « Hey, il y a un changement, c'est un sprint première ligne. » Parce que personne ne veut jouer avec un joueur de moins pendant... Mais attends, Pierre-Luc, imagine en ligue, là, pas le pro, là, le vrai en haut. Ça arrive, ça, puis ils se prennent un but. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Et c'est un 10 secondes rigide. Hein. C'est pas un 10 secondes flexible. Y a-tu l'écran, ça part, là, le monde, il compte 1, 2... Mais c'est cool. Non, mais moi, je trouve ça le fun parce qu'au bout de la ligne, on parle, tu sais, le soccer mondial, lorsqu'on regarde la Coupe du Monde, ce qu'ils veulent, c'est le même principe. Ils veulent un ballon en jeu. Ils veulent que le ballon soit en jeu. Mais le fait de dire, hey, tu as 10 secondes pour sortir, ça t'appartient, ils sortent les joueurs. Donc, mais les puristes, là, ceux qui n'aiment pas les changements de règles, ils doivent capoter quand ils voient ça. Mais c'est une ligue qu'ils essaient, ils expérimentent. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, qui modifient. Les puristes n'aimeront pas comme qu'ils n'aimaient pas l'AVAR. Perso, je ne sais pas encore, c'est comme si on parle, il y a des rumeurs qui parlent peut-être éventuellement un 60 minutes chrono. Ouais, je pense à ça. Là. Un arbitre doit aimer ça, là. Ben non, mais tu vois, moi, non. Mais ton arbitre n'a plus besoin de gérer ça, là. Non, mais là. Moi, je m'explique ça, c'est intéressant, parce qu'on rentre vraiment dans le feeling du match. Je m'explique. C'est-à-dire que l'arbitre va gérer également son match selon où tu es rendu où dans le match. Okay. Mais lorsque... Tu as perdu tes repères, c'est ça ton problème. Tu sais plus ce que ça veut dire. Mais mettons, Nelton, tu joues, tu mènes 2-1. Là, je fais OK. Pas de problème, Nelton, pas le temps que tu veux, mais je rajoute le double du temps. Chaque seconde que tu perds, j'en ajoute 2. Je te mets un peu de pression sur toi, j'utilise pour ça. Le contraire également. Tu es en train de perdre 2-1. Là, je te dis, Nelton, c'est ton temps, toi, tu es en train de perdre ton propre temps. Là. Fait que mets-là le ballon en jeu. Tu peux venir si tu veux me parler, on peut se parler. On peut se parler pendant le prochain 2 minutes. Mais ça t'appartient. Donc, tu peux utiliser ça également dans un management.
Donc, comprends. mais là encore, Ah. c'est comme tout changement amène des ajustements. Donc, il faudrait que tu t'ajustes comment tu gères certaines situations. Moi, personnellement, je me dis, Colin, j'aime ça. C'est mon côté puriste également du 90 minutes. Je sais pas, j'aime ça 2,45. Ouais. C'est 2,30 Ah. que tu arrêterais tout le temps. Que ça sort en fin, je sais pas. Ah, c'est pas fou, ça. Vraiment Wow. intéressant. Super On intéressant. aurait dû inviter un arbitre avant, Sofiane. Ouais, on serait déjà à deuxième épisode pour une mise à jour. Bref, Pierre-Luc, on a pris beaucoup de ton temps. Alors, merci beaucoup pour ta patience et le temps que tu as donné. Merci encore à Canada Soccer, Pro Referee, qui ont permis de te parler. J'espère que tu t'es amusé. Je me suis amusé, c'était vraiment agréable. Merci à vous deux, sincèrement. là. Ah, gros merci, tu nous as beaucoup éduqué, j'en ai appris plein de choses. Tu m'as enlevé des choses, des préconçus que j'avais, que j'ai pu éliminer. Merci beaucoup par rapport à ça. Puis, je pense que si on peut le refaire, peut-être plus tard la saison, régulièrement, pour avoir une sorte de une mise à jour sur ta vie, là, ta vie d'arbitre serait vraiment magnifique. Ou sur des changements de règles. Changements, oui. Hmm. Ok. Quelle est ton application préférée? Netflix ou l'application iFab pour les règles? Laquelle tu cliques plus dessus? C'est ça que je veux savoir. Hey, tout ce qui est Apple. Apple. Ouais, Apple is the best. Ok. Apple TV, Ted Lasso ou l'application iFab pour les règles? C'est laquelle tu cliques le plus dessus, là? Puis... Oh, ouais, ça dépend. Oh, ouais, Ted Lasso, c'est bon, hein? Écoute, Ouais, non, c'est bon. regardez, juste pour vous dire, je m'étais préparé au cas où j'avais mon lit des Wadja à côté de moi. Je me suis dit, Oh boy, ben là, iFab! il arrive quelque chose, je ferais donc. Je vais aller il n'y avec avait pas de iFab, test c'est à bon? passer, là. Il va ouvrir, ok, loi 11. Non, mais je l'avais parce qu'on travaille toujours en anglais. Puis là, Ouais. je me disais, hey, s'il faut que j'utilise des termes en français, je viens qu'on les perd tout simplement. Ouais. Je m'étais dit, je vais aller mon livre des Wadja en français juste Hey, au c'est beaucoup de règles, ça. Montre-moi ça, ce Ouais, livre-là. il y en a pas pris quand même. Ouais, faudrait qu'on achète ça, Sofiane, pour être plus Ouais. intelligent. Hey, je peux vous en faire un cadeau, j'en ai. Ah ouais, quelques- ben go! On C'est bon. se garde en contact et Ah, on va en recevoir avec plaisir. Ah, Merci super. encore. Merci encore, Pierre-Luc. Très Ça conclut apprécié. l'enregistrement. Merci à tous d'avoir écouté au Couscous Péripéry. Conversation avec l'arbitre MLS et Soccer Canada, Pierre-Luc Lausier. L'enregistrement est terminé.